Ilya Zabarny, le défenseur central de Bournemouth, devrait signer au Paris Saint-Germain dans les jours à venir, vraisemblablement, pour une somme qui semble osciller entre 60 et 70 millions d'euros. Peut-être même que c'est déjà fait à l'heure où vous regardez cette vidéo, je l'ignore, mais en tout cas, ça semble en très bonne voie. Et j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de refaire une analyse approfondie comme j'ai pu faire avec Ordonez et Chevalier, mais j'avais envie quand même de pouvoir vous proposer un petit quelque chose. Alors j'ai visionné tous ces duels défensifs de la saison, l'ensemble des duels défensifs qu'il a disputés. Donc qu'est-ce qui est entendu par là? Ce sont les situations où il va être en opposition avec un joueur qui va essayer de le dribbler. Et j'ai également regardé toutes ses passes contre les 5 premières équipes du championnat, donc de Première Ligue. Parce que c'est des équipes qui vont mettre quand même beaucoup d'intensité. Si on veut juger la qualité de passe d'un joueur, je pense que c'est mieux de le voir dans ce type de configuration-là. Donc voilà, c'est les deux choses sur lesquelles je me suis penché précisément. Donc voilà, ce ne sera pas aussi complet que les autres analyses, mais ça permet d'en parler un petit peu. Et de ces deux domaines-là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En tout cas, il y a du positif et il y a aussi du négatif. On va commencer par le négatif, qui pourra être nuancé après, vous allez le voir, mais on va commencer directement par ce côté-là. Zabarny a subi, selon Opta, 16 dribbles cette saison. 16 dribbles subis. Je précise Opta parce que c'est un fournisseur de données qui a une manière un petit peu particulière de comptabiliser les dribbles. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois sur mes différents réseaux sociaux. Mais par exemple, si en tant que défenseur, vous subissez un dribble, mais que vous taclez l'adversaire même en faisant une faute, ça reste considéré comme un dribble empêché, entre guillemets. En tout cas, ce n'est pas un dribble subi. Vous avez perdu votre duel, puisque vous avez fait faute, mais si j'ai bien compris le système de fonctionnement, on ne considère pas pour autant que vous vous êtes fait dribbler, puisque vous avez taclé le dribbleur. Mais à la base, vous vous êtes fait dépasser. Bon, 16, ça vous parle peut-être pas forcément. Vous voyez que au sein de sa propre équipe, c'est le 10e joueur à s'être fait le plus dribbler. Bon, ok. Mais en réalité, pour un défenseur de haut niveau, on parle d'un joueur qui va quand même partir pour une certaine somme, ça reste assez conséquent. Pour pouvoir vous donner une idée, je vais vous le mettre en perspective avec d'autres défenseurs centraux sur la saison qui vient de s'écouler en championnat. Et par exemple, Willian Pacho, qui est pourtant un joueur qui va souvent au duel, un joueur assez agressif, s'est fait dribbler 9 fois, Marquinhos 8 fois, Saliba 7, Gabriel 4 et Van Dijk par exemple c'est 9 fois aussi comme Pacho. Bon, 16 pour Zabarny. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je suis allé vérifier après avoir analysé les images parce qu'en analysant ces duels défensifs, c'est justement quelque chose qui m'avait sauté aux yeux. C'est rare que quand j'analyse un joueur de haut niveau, je me rende compte qu'il se fasse aussi souvent dépasser par ses adversaires. Donc voilà, ça c'est la première partie un petit peu négative dont je voulais vous parler. On va tout de suite aller visionner des séquences de jeu pour que vous puissiez plus facilement visionner ce dont je suis en train de vous parler. Alors là, on est dans une rencontre face à Liverpool et c'est en visionnant ce match-là que je me suis fait la réflexion parce que vous allez le voir, il a pas mal subi. Là, il y a Darwin Núñez qui reçoit un ballon de haut jeu, il y a Zabarny qui est au marquage, techniquement au marquage sur lui. Après, Núñez, c'est pas un joueur qui est très facile à marquer, mais bon, ça reste le très haut niveau, il faut pouvoir assurer dans ces situations-là. Donc là, Zabarny, c'est une situation qu'on va plus ou moins revoir, vous allez voir, il me semble, dans les séquences, mais en fait, il va pas directement se coller à lui pour vraiment le gêner, il essaie de passer un peu comme ça dans son dos, mais du coup, Núñez va pouvoir se retourner, Zabarny est pas proche de lui, il y a un mètre d'écart, il peut pas faire grand-chose, à la limite lui attraper un peu le bras pour le gêner, mais vous voyez comme ça, il le contourne un peu au lieu d'aller réellement le déranger. Et du coup, ça va permettre à Núñez de faire une frappe sans être vraiment inquiété. Alors la frappe, il va tirer sur le gardien, il n'y aura pas forcément de conséquences. Mais bon, ça me paraît un peu passif comme défense. Autre situation qui là va avoir des conséquences bien plus notables, c'est encore une fois Darwin Núñez qui arrive ici. Donc c'est pas le joueur le plus déstabilisant de la Terre, même si Darwin Núñez, pour un avant-centre, est plutôt est assez électrique, on va dire. Hop, il est en face à face comme ça.
Darwin qui arrive à le crocheter. Et là, Zabarni qui est totalement, qui essaie de se retourner comme ça, qui s'est totalement fait prendre. Il arme, il frappe et il marque. Voilà. Duel perdu, entraînant immédiatement un but adverse. Sur cette séquence-ci, il y a Luis Diaz. Alors lui, c'est vrai qu'il est difficile à prendre, mais Luis Diaz qui vient justement d'éliminer 2 de ses compatriotes à Zabarni. Donc il va avoir un très grand espace à attaquer. Là, il va falloir vite rattraper la situation. Il commence à s'y lancer, il essaie de lui mettre un petit coup de physique. Il n'arrive pas à le bouger, Diaz qui continue à se faufiler, il tend le bras, mais non, ça progresse dans l'espace libre. Voilà, il n'a pas réussi à vraiment l'intercepter, et du coup là, même chose, il va rester quand même assez loin, peut-être pour anticiper un potentiel centre en retrait, je sais pas vraiment, mais je sais pas, on sent que le coup est pas forcément joué à fond, et du coup, ça va permettre à Luis Diaz de se créer une occasion franche de but. Alors encore une fois, là, il va tirer sur le gardien. D'ailleurs, on voit que le gardien crie un peu, Zabarni qui regarde à moitié dans le vide sur la séquence, voilà. Mais c'est vrai que sur ce match-là face à Liverpool, ça m'a quand même pas mal sauté aux yeux. Je me disais décidément, c'est pas son jour. Là, même chose, il monte très haut sur le terrain. Ça doit être sur peut-être Curtis Jones, je ne sais plus exactement, mais pour aller intercepter du coup le joueur. Hop, il tend le pied, il n'y arrive pas. Il se fait totalement déposer et après il va avoir 5-6 mètres de retard sur le joueur adverse. Comme ça, voilà, à vouloir sortir haut, il se fait totalement dépasser. Les restes vont pouvoir progresser. Vous le voyez, le nombre de joueurs de Bournemouth qu'il y a là. Et là, ça va pouvoir amener un certain danger. En tout cas, l'un des 2 défenseurs centraux de l'équipe n'est plus du tout dans sa zone et a du retard sur la contre-attaque. Donc voilà, une fois que j'ai visionné ça, je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux et il y a des gens qui m'ont dit non mais c'est un épiphénomène, c'était pas son match, mais sinon ça arrive jamais, etc. Est-ce que eux ils ont vraiment regardé les matchs? Je me le demande. Là c'était contre Arsenal, il y a une séquence comme ça où pareil il va sortir directement parce qu'en réalité je crois que les joueurs de Bournemouth ont eu un corner. Les Gunners ont réussi à ressortir le ballon et c'est Martinelli qui va dessus, donc Zabarni qui sort et hop, qui encore une fois se fait totalement déposer par Gabriel Martinelli sur sa très belle prise de balle. Mais voilà, là il va encore une fois avoir beaucoup de mètres de retard et Martinelli qui va pouvoir progresser dans l'espace. Alors je crois qu'un des coéquipiers arrivera à rattraper le coup, mais bon. Ok. Autre séquence, là, même chose. C'est souvent quand il sort, vous allez voir. Il sort sur Eze, bon, qui n'est pas facile à prendre non plus, mais bon. Comme je vous disais, c'est le très haut niveau. Hop, il sort comme ça, et en un contrôle orienté, Eze qui le dépose. Ici, contre Aston Villa, je ne sais plus qui c'est qui reçoit dos au jeu. Et même chose, en fait, sur un contrôle comme ça, il parvient à prendre un temps d'avance, il va arriver à dépasser Zabarni, et le Zabarni en question va devoir faire faute pour pouvoir mettre fin à cette situation. Vous voyez là l'arbitre qui porte le sifflet à ses lèvres. Alors cette séquence-là, c'était en amical cet été, mais je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc même chose, Zabarni qui commence un peu à avancer sur un joueur de Manchester United. Je ne sais pas qui c'est exactement, je pense pas que ce soit Amad Diallo. Mais là, voilà, il avance un peu comme ça. Là, il va mettre son corps un peu face à l'adversaire. Et hop, il arrive à totalement glisser le ballon et comme ça, et à le dépasser. Alors après, je crois qu'il va arriver à rattraper un peu la course, mais c'est sur le 1 contre 1 en question, quoi. C'est de ça qu'on traite. C'est la capacité à gérer le premier 1 contre 1. Et c'est vrai que là, c'est pas évident. Sur cette séquence, c'est pareil. Vous voyez, Aston Villa, même chose. Là, hop, il va être un peu sur le reculoir comme ça pour essayer un peu d'anticiper. Qu'est-ce que je fais? C'est pas évident quand un joueur arrive comme ça dans les grands espaces, mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu vas quand même parfois être confronté à ce type de situation, vu que tu défends quand même très haut. Et là, il va se prendre, c'est même pas un grand pont, c'est le joueur qui balance le ballon là dans son dos, du coup. Zabarni est dos à la trajectoire du ballon. Et voilà, ça va permettre à l'adversaire de totalement le dépasser. Ici, c'est la fin de l'action de tout à l'heure. Mince, j'avais dû décaler les slides. Bon, c'est la fin de l'action qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, l'adversaire qui est quand même proche de la surface seul et Zabarni qui doit revenir. Sur cette situation-là, même chose, ça doit être Luis Diaz, pareil, qui avait reçu un ballon comme ça, et Zabarni qui essaie de tendre le pied, mais il va pas vraiment réussir. Alors là, Luis Diaz se déplace plutôt à l'horizontale, donc c'est peut-être un peu moins gênant que s'il partait tout de suite comme ça.
Mais vous voyez que voilà, il n'a pas réussi à l'avoir. Voilà, l'adversaire qui se faufile bien. Ici, c'est Jackson de Chelsea qui va arriver face à lui. Zabarni qui est un peu sur le couloir comme ça, qu'attend, et finalement qui va laisser Jackson frapper. Et ça va faire poteau. Ça va faire poteau, donc bon, heureusement que le ballon est pas rentré. Même si j'imagine que c'est souvent le cas quand il y a des joueurs comme ça, seuls. Peut-être qu'il y a eu d'autres coéquipiers de Zabarni qui ont été fautifs avant lui, bien sûr, pour qu'il se retrouve dans ces situations-là. Mais bon, peut-être un peu attentiste pour le coup. Là, on le disait souvent, quand il sort, il se manquait un peu. Là, il sort pas vraiment. Au contraire, il le laisse progresser. Ici, Joao Félix, je crois, qui lui passe un double contact. Hop, il l'élimine complètement. Et après, il peut essayer de trouver une passe pour Jackson. Mais Jackson qui se fait à moitié tirer par terre par Jussen, je crois. Et puis Félix qui se fait tacler dans la même action. Enfin, l'action est un peu grotesque. Tout le monde finit au sol, là, tout le monde est par terre. C'est un peu particulier. Mais en tout cas, sur la situation, hop, le double contact était passé. Ici, je crois que c'est peut-être Matheus Nunes, le numéro 27 de Manchester City. Je ne sais plus exactement. C'est pas le plus grand skiller du monde non plus. Enfin, et pourtant, hop, il va se faire dépasser comme ça. Et en plus, derrière, Nunez, si c'est lui, aura l'opportunité d'adresser une passe très dangereuse pour Foden, qui va heureusement manquer le cadre. Mais ouais, même chose ici. Sur cette situation-là, je crois que c'est Christopher Nkunku, numéro 18 de Chelsea, qui est dos au jeu comme ça, il récupère le ballon, il se retourne. Là, ils vont être 3 sur lui, ils vont pas bien arriver à le prendre. Zabarni qui arrive du côté gauche. Et en fait, il va se faire bouger à l'épaule par Nkunku, qui va se faire bouger comme ça, et Nkunku qui va du coup la mettre au fond des filets. Alors là, bon, ils sont plusieurs à être reprochables, hein, mais c'était pour dire que ouais, physiquement, il avait eu du mal à vraiment le gêner. Après, dans la surface, c'est pas toujours évident, mais bon. Là, il est en 1 contre 1 sur De Bruyne. Même chose, c'est pas un grand dribbleur. Et il va pas se faire dribbler, mais il va se faire, je sais pas si on peut dire éliminer, mais il va pas parvenir à l'empêcher de centrer. Et quand c'est De Bruyne, on sait que ça peut être dangereux, et ça l'a été. Derrière, tu as Haaland qui est seul au second poteau, qui nous fait un de ses gestes dont il a le secret et qui va pouvoir cadrer. Heureusement, ça finit pas au fond des filets encore une fois. Là, on voit Zabarni ici, les bras comme ça, l'air de dire j'ai rien pu faire ou je sais pas quoi faire, etc. Sur cette séquence, alors là, c'est une séquence plutôt physique. Il est sur Mateta, pareil, Mateta, c'est un bon gabarit, hein, mais vous voyez, hop, il essaie de le prendre comme ça pour gêner Mateta dos au jeu. Bon, il se retrouve totalement par terre. Il s'est totalement éliminé. Peut-être qu'il met un peu trop d'entrain physique et du coup, Mateta, juste en utilisant un peu son corps, sans forcément avoir à batailler, va pouvoir le mettre par terre. Ici, il a un adversaire qui arrive face à lui, qui va commencer à repartir un peu. Et en fait, il se retourne et il arrive à le déposer. Comme ça, tac, il arrive à le déposer et après adresser une passe en retrait. Là, c'est Kudus, qui est pas évident à prendre, mais même chose, il tend le pied et Kudus qui va parvenir à passer. Là, on voit Zabarni déséquilibré. Ça va pas forcément avoir de lourdes conséquences puisqu'il y a son coéquipier qui vient mettre le pied. Bon, Zabarni revenait un peu aussi, mais c'est ça qui est dur, je vous le disais, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour juger les défenseurs. Parce que là, par exemple, sur cette séquence, personne après le match va se rappeler forcément de cette séquence-là, je pense. Mais il y a un monde où il y a peut-être pas ce joueur-là, parce que j'allais dire défenseur, mais numéro 10, ça m'étonnerait. Il n'y a pas ce joueur-là, et Kudus va au but, peut-être marque, on ne sait pas exactement, et là on retient. Là on retient ce qui s'est passé avec Zabarni. Et en fait, la vision qu'on va plus ou moins avoir d'un défenseur dépend beaucoup d'à quel point ses coéquipiers arrivent à compenser ses potentielles erreurs, etc. Ici, il sort sur un joueur de Tottenham, alors je ne sais pas qui, donc qui est comme ça, un peu dos au but. Là c'est le but de Bournemouth. Il sort sur lui, et c'est ce que je vous disais, oui, tout à l'heure, avec Darwin Nunez. Même chose, il va se retrouver derrière lui. Il va pas arriver vraiment à rester près de lui et le gêner comme ça. Il se retrouve derrière lui. Et du coup, l'adversaire a totalement le champ libre pour frapper à ce moment-là. Heureusement, il va totalement dévisser sa frappe. Mais même chose, il se retrouve derrière comme ça. Là, on le voit qu'il était par terre. Il s'est jeté tout de suite quand l'adversaire a frappé. Ah non, c'est qu'il il s'est déséquilibré lui-même. Donc peut-être trop d'entrain. Et du coup, ce qui fait que l'adversaire a juste à utiliser un peu son corps, un peu comme au judo, à l'amener et Zabarni tombe. Parce que oui, là, on le voit qu'il est déséquilibré, je me rappelle. Et en fait, il tombe par terre et reste un peu par terre, comme ça, il claque le sol. Ici, je crois que c'est Foden. Donc un peu la même situation qu'avec Jackson. Foden qui attaque l'espace libre, il arrive. Là, bon, c'est compliqué parce que tu as ce joueur-là qui est sur Haaland. Haaland qui va faire une course justement pour libérer Foden.
Là, Foden arrive dans la zone de Zabarni et Zabarni, pareil, n'arrivera pas forcément à l'intercepter et Foden qui va arriver à frapper. Heureusement, même chose, il n'y aura pas forcément de conséquences, ça sera sur le gardien. Sur cette séquence face à Crystal Palace, pareil, je crois qu'il vient de sortir comme ça et là, au dernier moment, il arrête un peu. Donc du coup, il sort pas forcément, il se restoppe sur ses appuis et puis il va se faire dépasser comme ça, un peu latéralement en essayant d'aller le... Il essaie d'aller l'accrocher, mais il n'y arrive pas forcément. Alors là, le joueur ne continue pas sa course, il fait tout de suite une passe, mais il aurait pu continuer encore. On a fini pour ce qui est des séquences que je voulais vous montrer. Ça vous donne une petite idée. Souvent, ça va être des situations où il va un petit peu se jeter, enfin, où il va essayer d'anticiper, il va essayer de sortir sur l'adversaire, mais soit au dernier moment, il se dit mince, je suis trop court, donc en fait, je dois m'arrêter. Et il part d'une situation où du coup, il va être un peu confus. Soit il sort, mais il se fait bouger physiquement ou par un geste de corps de l'adversaire, soit il est en 1 contre 1 dans la zone plus ou moins de centre et il va se faire un peu déborder. Donc voilà, ça reste significatif, je voulais vous en parler, mais si j'ai dit tout à l'heure que c'était potentiellement à nuancer, c'est pas pour rien, c'est parce que, comme je vous le disais, la défense d'un joueur déjà dépend beaucoup du style de jeu de l'équipe. Et qu'au Paris Saint-Germain, c'est Willian Pacho qui s'occupe notamment de sortir sur les adversaires. Si on compare le nombre de duels défensifs disputés par Marquinhos et par Willian Pacho, il y a vraiment une grande différence. Et je pense que du coup, Pacho va garder ce rôle-là et que Zabarni sera plus cantonné à une tâche d'anticipation dans laquelle il a l'air vraiment intéressant. Là, c'est pareil, je vous ai montré des séquences qui ne le mettaient pas en valeur parce que je voulais parler de ce point-là. Mais j'ai aussi vu des séquences... Enfin, il a plus de duels défensifs gagnés que perdus. J'ai vu des beaux tacles dans la surface. J'ai vu des choses, c'est non exhaustif. Je ne vais pas m'avancer, j'en ai pas vu assez, mais dans les duels aériens, j'ai vu quelques séquences où je le trouvais vraiment impressionnant. Ce qui va, voilà, on sait qu'au Paris Saint-Germain, ça peut être parfois une problématique, même si cette année, ça s'est nettement amélioré. Mais ça reste toujours important d'avoir des joueurs forts dans les airs. Encore une fois, je vous dis, je vous garantis rien, mais sur quelques séquences, j'ai voulu regarder 2-3 séquences de duels aériens une fois que j'avais fini les duels au sol et les passes, et j'avais trouvé ça intéressant. Pareil, des moments où il va sortir et où ça va très bien se passer, donc ne restez pas forcément là-dessus, et comme je vous dis, je pense qu'il n'aura pas forcément le même rôle au Paris Saint-Germain, il ne sera pas non plus entouré des mêmes joueurs, il n'y aura pas la même tactique mise en place, voilà, ça n'a rien à voir, et si ça peut vous rassurer, Willian Pacho, avant d'arriver au PSG, s'était fait dribbler 22 fois dans sa saison avec Francfort. Zabarni, c'est 16, on l'a dit. Donc voilà, cette année, Pacho, c'était 9. Il y a de bonnes raisons de ne pas être alarmé, pas nécessairement. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire, voilà ce que j'ai pu observer à ce niveau-là. Un petit attention, mais ça reste, ça reste un constat à un instant T qui peut totalement évoluer. Les défenseurs, on sait que les joueurs dans le foot au global, la qualité, le niveau dépend énormément du contexte de l'équipe, ça c'est plus à prouver, et pour les défenseurs d'autant plus, que ce soit les joueurs qu'ils ont autour, le style tactique, etc., ça peut vraiment influencer les performances du défenseur. Donc voilà, il n'y a pas de quoi être alarmé, juste si vous voyez ce genre de séquence se reproduire, vous ne serez pas surpris, donc cette vidéo c'est pour dire au pire, c'est ce qui peut se passer, et au mieux, il n'y aura pas de problème. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, je voulais quand même aborder un point plus positif, et ça va être sa qualité de passe. C'est vraiment un relanceur très intéressant qui peut, je pense, atteindre vraiment un niveau élite dans le domaine. Et pour l'illustrer, je vais vous montrer plusieurs séquences qui, je pense, vont bien vous faire plaisir. Je vous ai mixé jeu long, aérien et jeu au sol. Ici, c'est contre Manchester City. Voilà, on voit que comme ça, il arrive en une passe à trouver son ailier. Donc, c'est des situations qu'on peut essayer de projeter sur Dembélé quand il se déplace sur l'aile, Barcola, Désiré Doué, etc. Sur cette situation-là, même chose, il va chercher à l'opposé, Bradley Barcola, imaginons. Ici, c'est une passe au sol que je trouvais intéressante parce qu'il n'y avait pas énormément de temps. Vous voyez, l'intervalle est très courte et il arrive à trouver un coéquipier avec une passe qui fait progresser le jeu vers l'avant. Sur cette séquence-là, même chose, on va tout de suite avancer la possession. On ne va pas chercher nécessairement un joueur sur les côtés, une solution facile, on va essayer d'aller trouver plutôt un joueur qui est dans le cœur du jeu. Ici, la passe, voilà, il est ici, il est dans ses 30 mètres, et en une passe, hop, il va réussir à toucher un joueur qui est dans le coin adverse.
et qui va pouvoir assez rapidement, si tout se passe bien, se projeter dans les 30 mètres de l'adversaire en une passe au sol. Vous allez voir, c'est pas la dernière en plus. Ici, voilà, comme ça, il y a des petits renversements de jeu sympas. Ici, face à Arsenal, même chose. Superbe passe au sol comme ça, qui il est dans le rond central, dans son camp. Et hop, il arrive à trouver un coéquipier qui se trouve dans cette zone-là. Hop, ici, encore plus bas. Tout de suite, on amène le ballon au niveau du milieu de terrain. Voilà, comme ça, en une passe. On saute plusieurs lignes de pression. Franchement, c'est des passes d'une... Enfin, c'est précieux d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, un joueur qui est capable de faire ce genre de différence-là. Vous voyez, il y a Trossard qui commençait à sortir sur lui. Hop, il arrive à trouver un joueur à peu près dans le demi-espace, comme ça. Donc vous voyez, des séquences très intéressantes. Sur le jeu en hauteur, là, il y a un ballon qui rebondit un peu. Il va pas faire un dégagement au hasard. Hop, il arrive, il dégage un peu sur l'aile, il arrive à toucher un coéquipier. Ici, voilà, c'est des situations où il va un petit peu écarter le jeu. Là, une passe voilà, comme ça sur son ailier gauche. Ici, vous voyez, voilà, ça va à gauche, ça va à droite, mais quand même plus souvent du côté gauche. Vous voyez, il est droitier, il fait des belles transversales gauche, bien fortes. Franchement, des passes assez sympas, assez précises. Ici, voilà, donc on est contre Liverpool. Hein. Même chose, hop, on va traverser plein axe comme ça, tac, pour retrouver un coéquipier dos au jeu. Là, hop, situation pareille, on trouve à peu près dans le demi-espace. Ici, c'est une situation intéressante parce que, et je voulais la montrer, parce que c'est quelque chose que j'ai quand même aussi beaucoup observé. Donc, au-delà de pouvoir faire des passes, enfin des différences par la passe, il élimine aussi très régulièrement la première ligne de pression, du moins le joueur qui vient sur lui, avec une course comme ça. Il pousse un peu la balle et il élimine assez fréquemment le premier joueur qui sort sur lui comme ça. Et après, voilà, sa qualité de passe et sa vision peuvent faire le reste et lui permettre de faire avancer le jeu. Là, c'est la rencontre contre Newcastle. Franchement, c'est un délice. Alors, le nombre de passes comme ça qui font des différences, vous voyez, au sol comme ça, qui font gagner des mètres entre plusieurs joueurs. Là, c'est un petit peu en hauteur comme ça pour trouver un coéquipier, pour sortir les ballons. Voilà. Hop, on va trouver quelqu'un sur le côté opposé. Des passes bien fortes. Et vous voyez, hein, des fois, il va chercher à gauche, des fois, il va chercher à droite. Des fois, il se trouve à gauche, des fois, il se trouve à droite. Donc, c'est super intéressant comme ça aussi de pouvoir avoir un joueur qui sait maîtriser différents types de passes avec différentes surfaces du pied. Hop, là, c'était les dernières séquences contre Chelsea. Même chose ici, il arrive à trouver un coéquipier de la tête. Vous voyez, à chaque fois, hein, il y a un joueur qui vient essayer de le presser, mais quand on a une bonne qualité de passe comme ça, bah, ça permet de tout de suite sauter cette ligne-là, de pouvoir se donner de l'air, de profiter d'une densité d'adversaires qui viennent nous presser pour trouver des joueurs qui ne sont pas dans la densité et qui, eux, vont pouvoir avoir des espaces libres derrière. Bon, faut quand même avoir des joueurs qui sont plutôt bons pour contrôler le ballon, forcément, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Une passe réussie dépend aussi du receveur. Là, vous voyez, même chose, il va faire une sorte de dégagement, mais le dégagement est très intéressant parce qu'au final, il arrive à trouver un ailier. Sur cette séquence-là, alors, je crois que c'est Cucurella qui a fini par l'avoir, mais en soi, en fait, il avait très bien visé son coéquipier, mais c'est juste que ce diable de Cucurella est toujours au marquage. Vous allez voir sur cette séquence-là aussi. Hein, voilà, on le sait, on le connaît, le gars, il lâche jamais ses adversaires, mais vous voyez ici les séquences comme ça. Dès que quelqu'un sort sur lui, hop, voilà, ça fait des belles différences, ça permet de trouver des coéquipiers, de faire avancer le jeu, hop, voilà, comme ça. Si ça, c'est pas sympa, hein, on se projette facilement hein, au Paris Saint-Germain, voir ce genre de sortie de balle-là. On sait que Willian Pacho est un peu limité dans le registre, même s'il a progressé, ça reste clairement pas un joueur élite dans le domaine. Ça va être un joueur médian tout au mieux pour le moment. Mais Ilia Zabarni a vraiment le potentiel d'être élite au niveau des ressorties de balles au sol, je pense. Et c'est quelque chose qui va faire très plaisir à Luis Enrique, nous n'en doutons pas. Donc là, son coéquipier l'a remis tout de suite en une touche. Et puis là, ça doit être la dernière. Voilà, comme ça, il va réussir à trouver un de ses coéquipiers dans l'intervalle entre les deux joueurs de Chelsea. Voilà pour cette petite vidéo d'analyse, l'équipe qui était un petit peu plus courte que les autres que j'ai proposées précédemment, mais je voulais quand même pouvoir traiter ces deux points. Le premier sur la gestion des duels défensifs, c'est vrai qu'il peut se faire dépasser de temps en temps. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est à relativiser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le voir énormément subir la saison prochaine, parce que ce ne sera pas du tout le même style d'équipe. Donc voilà.
c'est un petit point d'attention, comme je l'ai dit. Ça reste, voilà, c'était histoire d'en parler, on va dire, parce que c'est pas le genre de choses qui sont vraiment définitives. A contrario, la qualité de passe en général, c'est quelque chose qui reste, d'autant plus dans des équipes de possession comme le Paris Saint-Germain, ça va être très utile. Ça va permettre de trouver de nouvelles sorties de balles, de nouvelles solutions. Voilà, Luis Enrique va pouvoir réinventer peut-être encore quelques schémas, on va pouvoir voir des choses intéressantes, ça je n'en doute pas. Voilà, à vous de me dire en commentaire si vous êtes hypé par l'arrivée de Zabarni au Paris Saint-Germain. Moi je suis plutôt positif, là-dessus. Donc voilà, on verra bien. À chaque saison, à sa réalité, à chaque contexte, sa réalité. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il a certaines qualités indéniables et qui vont faire du bien à l'équipe pour pouvoir progressivement, et sans doute, c'est sans doute l'objectif, prendre le relais de Marquinhos. Voilà pour la vidéo l'équipe, n'hésitez pas à donner de la force si ça vous a plu pour encourager mon travail, à me donner des idées de vidéos si ça vous tente, hein. Parfois je m'inspire de vos commentaires, donc allez-y si vous en avez, et puis d'ici la prochaine je vous dis à bientôt l'équipe.